Le 26 novembre 2016, Joel Guy Sr., 61 ans, et Lisa Guy, 55 ans, ont été retrouvés poignardés chez eux, chacun à multiples reprises, avant d'être mutilés et plongés dans des bains de produits chimiques. Étrange pour un couple qui s'apprêtait à prendre sa retraite et qui aspirait à une fin de vie tranquille et sereine. Qui les a tués? Pourquoi les a-t-il tués? Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pénétrer la maison des horreurs et découvrir qui est l'auteur de ce crime abominable. L'histoire commence à la fin des années 70, lorsque Joel Guy Sr. rencontre Lisa Madère, qu'il épouse après avoir divorcé d'une première femme avec qui il avait eu 3 filles. Le couple s'aime intensément à tel point qu'on les décrivait comme des âmes sœurs. En 1988, leur amour se concrétise avec la naissance de leur fils, un garçon qui portera le même prénom que son père, Joel Guy Jr. La famille mène un train de vie ordinaire et très équilibré. Les 3 sœurs vivent avec leur mère, mais viennent très souvent rendre visite à leur père et leur belle-mère, qu'elles aimaient beaucoup. Il leur arrivait de passer plusieurs jours dans leur villa à Knoxville, dans le Tennessee, aux États-Unis. La famille Guy mène une vie tout à fait calme et sereine, et jusque-là, tout semble aller à merveille. Des années s'écoulent et nous voilà en novembre 2016. Les Guy sont en plein déménagement et règlement de paperasse, car ils comptaient s'installer dans leur nouvelle maison après Thanksgiving de cette année-là. Le jour de la fête, tout le monde est présent, même Joel Jr. Mais ce dernier manifeste un comportement particulièrement étrange. Il rigole avec tout le monde, joue avec ses petits-neveux, amuse la galerie, parle beaucoup. Ce qui est assez bizarre, lui qui est d'habitude taciturne et réservé. Bref, c'est un Joel Jr. que l'on ne reconnaît pas. Le lendemain de Thanksgiving, soit le 25 novembre, le fils du couple Guy va accompagner ses parents pour les aider à déposer certains effets personnels, meubles et cartons, dans leur nouvelle maison de Surgunsville, et aussi pour faire quelques petits travaux. Lundi 28 novembre 2016, Lisa Guy ne se pointe pas au bureau alors qu'elle devait commencer à 7 heures. Sa supérieure et amie Jennifer est très surprise, car ce n'était pas de l'habitude de Lisa de s'absenter sans prévenir. D'autant plus que c'était sa dernière semaine de travail avant son départ à la retraite. On avait prévu pour elle un pot de départ. Il était donc impossible qu'elle manque ça. Jennifer va s'inquiéter et appeler la police pour leur demander d'aller vérifier si tout va bien chez elle, après que Lisa n'ait répondu à aucun de ses messages et appels. Quelques instants plus tard, un policier se rend au domicile du couple Guy, frappe à la porte, mais personne ne répond. L'agent finira par partir après avoir fait le tour de la maison et vérifier que tout était normal. Mais Jennifer ne s'en arrêtera pas là. Elle insistera encore auprès de la police, précisant que ce n'était pas du genre de Lisa de disparaître comme cela. Cette fois-ci, 3 agents de police vont être dépêchés sur les lieux. Ils aperçoivent les 2 véhicules de la famille garés devant la maison, qui d'ailleurs avaient été mis en vente chez Century 21. Là-bas, chaque maison qui est mise en vente doit comporter une petite box installée au niveau de la serrure, contenant un code qui permettrait à l'agent immobilier d'accéder à la maison sans avoir besoin de trousseau de clés. Bizarrement, la maison des Guy n'en avait pas. Par chance, l'une des voitures garées devant la maison n'était pas verrouillée, ce qui a permis à la police de trouver la télécommande du garage. Ils y entrent, et dès les premiers instants, ils sont frappés de plein fouet par une odeur nauséabonde qui provenait apparemment de la porte arrière de la maison. Une odeur de produits chimiques de haute toxicité. Ils décident alors d'entrer par effraction dans la maison et découvrent l'horreur dans tous les sens du terme. La police découvre en pénétrant le domicile une table avec les portefeuilles de Joel et de Lisa, un marteau posé dessus, la fameuse petite box de sécurité, puis posé sur une autre table, des armes d'épaule. Sans doute ceux de Joel qui était collectionneur d'armes. Sur la cuisinière, il y avait une marmite qui bouillait. Étrange pour une maison désertée. En bas de l'escalier se trouvaient des produits d'épicerie et des produits de denrées périssables, ainsi que des sacs de courses. À l'étage, il y avait un déboucheur de canalisation d'égout, un sac de bicarbonate de soude, de l'acide chlorhydrique, de la lessive, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de javel et un pulvérisateur. Mais ce qui attire leur attention, c'est cette petite note trouvée dans une valise ouverte, comportant le nom et l'adresse en Louisiane d'un magasin, Ace Hardware. Un couteau dans l'évier, une immense marmite sur le feu, des traces de sang, un chauffage central mis à fond, des produits chimiques éparpillés sur le sol, tout laissait croire qu'il s'agissait vraisemblablement d'une scène de crime.
La police s'arrête net et décide d'appeler la police scientifique. Celle-ci arrive en urgence, va inspecter les lieux et très vite comprendre qu'il s'agissait en effet d'un double meurtre. Il ne tarde pas à en avoir la certitude lorsqu'il découvre, avec effroi, 2 grands bacs contenant chacun les corps démembrés de Joel Sr. et de Lisa. Les 2 corps baignaient dans un bain de produits chimiques, une solution acide de produits corrosifs décrite par les procureurs comme un ragoût diabolique de restes humains. Après l'autopsie, il a été révélé que Joel avait été poignardé à environ 41 reprises au couteau et sa femme au moins 31 fois. Les mains du père coupées au niveau des poignets étaient posées sur le sol et la tête de la mère avait été mise dans une marmite sur la cuisinière. Le meurtrier, qui avait été lui aussi blessé lors des coups de couteau, a laissé les restes partiellement dissous dans la maison et est parti sans soigner ses blessures. L'horreur arrivait à son comble. La police a également découvert, lors de l'inspection des lieux, un sac à dos rouge dans la chambre de Joel Jr. On reviendra sur ce détail un peu plus tard. Quelques minutes avant d'être tué, Joel Sr. avait été attaqué dans sa salle de sport pendant que Lisa faisait ses courses chez Walmart. La scène manifestait des preuves de lutte, avec des rideaux déchirés, des murs tachés de sang et une machine de sport renversée. En arrivant à la maison, Lisa Guy rentre, dépose les sacs de courses dans le hall d'entrée, monte à l'étage et se fait attaquer à son tour. À coups de couteau, 9 de ses côtes ont été sectionnées. Après les avoir tués, l'assassin procède au démembrement. Les mains de Joel ont été découpées et laissées dans la salle de sport. Lisa a été décapitée et sa tête transportée en bas, puis placée dans la marmite. Les 2 victimes ont également eu les bras et les jambes désarticulés. Guy Sr. au niveau de la taille et Lisa au genou. Quant au corps, ils ont été tailladés avant d'être placés dans les bains, afin que les produits chimiques les pénètrent rapidement. Mais qui pouvait en vouloir autant à ce couple pour leur infliger des choses aussi abominables? Ce jour-là, vers 15h30, un jeune homme intriguant se rend au magasin Walmart pour faire quelques courses au rayon premiers soins. Il présentait, selon les vidéos de la caméra de surveillance, plusieurs coupures aux mains, dont une profonde au pouce gauche. Il se ravitaille en bandages, en pommade, en alcool isopropylique et en peroxyde d'hydrogène. Le dimanche, le même homme se présente à une clinique étudiante pour se faire soigner. Ce jeune homme répondait au nom de Joel Guy Jr. Très vite, le fils du couple est suspecté. Pourquoi? Les raisons paraissent pourtant évidentes. Joel Jr. a été surpris par plusieurs caméras de surveillance en train de se fournir en matériel, exactement celui utilisé pour le double meurtre. Petit détail très parlant et très connu des histoires de crime, Junior payait avec de l'argent liquide pour ne garder aucune trace de transaction. Il a acheté du matériel depuis le 7 novembre, soit bien avant Thanksgiving, ce qui laisse comprendre qu'il avait tout commandité. Chez Ace Hardware, à Napoleonville, il avait pris de l'acide chlorhydrique et du peroxyde d'hydrogène. Le 18 novembre, chez Home Depot, il avait acheté un pulvérisateur d'eau de javel, des rallonges et une minuterie. Le lendemain, à Academy Sports, on le voit acheter un couteau Ka-Bar. Puis 2 jours plus tard, les caméras le filment dans un Walmart de Knoxville en train d'acheter un fourre-tout en plastique bleu à la taille assez conséquente. Après cela, le bureau du shérif du comté de Knox et le bureau du shérif d'Itz-Bâton Rouge décident de placer Guy Jr. sous surveillance pendant quelques jours pour en avoir le cœur net. Ils l'aperçoivent, le mardi 29 novembre, dans sa Hyundai Sonata, dans le parking du complexe d'appartements Nicholson Drive à Bâton Rouge. Ce jour-là, un hachoir à viande a été retrouvé dans le coffre de sa voiture. Un hachoir à viande, des blessures anormales, des images accablantes de vidéosurveillance. Pour la police, cela faisait trop. Guy Jr. était le coupable. Après avoir été interpellé par la police, Guy Jr. plaide bien sûr non coupable. Pire encore, summum de l'audace, il dépose une requête pour qu'il soit condamné à la peine de mort s'il était reconnu coupable. Cela déconcerte la police, qui n'avait aucun doute sur sa culpabilité. Le sac à dos rouge dont on a parlé tout à l'heure, vous vous en souvenez? Celui-ci a été fouillé et on y a retrouvé des effets personnels. À qui appartenait-il? On vous laisse deviner. Un parapluie, une calculatrice et des livres avec écrit à l'intérieur le prénom et le nom de Joel Guy Jr. Mais ce n'est pas tout. Il y avait également un carnet. Oui, mais pourquoi un fils en voudrait à ce point à ses parents pour leur faire tout cela?
Pour comprendre, il va falloir feuilleter le fameux carnet, puisqu'en l'épluchant, la vérité n'a pas tardé à apparaître au grand jour. La première page contenait des calculs et des spéculations concernant les sommes colossales que Joel Jr. pouvait toucher dans l'éventualité que l'un de ses parents meure accidentellement. En effet, comme vous le savez, les parents de Joel Jr. allaient bientôt prendre leur retraite et cesseraient donc de lui donner de l'argent. À ce propos, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, jusqu'à ses 28 ans, les parents de Junior avaient entretenu leur fils, en ce qui concerne ses besoins vitaux, mais aussi ses études, ses locations, son transport, ses factures, ses sorties, ses voyages, tout cela sans rechigner. Mais à 28 ans, cela en faisait un peu trop pour les parents qui voulaient laisser leur fils voler de ses propres ailes. Bien sûr, cela a agacé Junior, qui a pensé à un plan machiavélique pour leur soutirer de l'argent. S'ils mouraient tous les deux, Junior allait recevoir une police d'assurance vie de 500 000 $. Il ne lui a donc pas fallu longtemps pour se décider à passer à l'action. Et ce n'est pas tout. Quelques pages plus loin, le carnet comportait la preuve irréfutable, celle qui allait le mener tout droit derrière les barreaux. Le carnet comportait un plan détaillé et minutieux, savamment élaboré pour poignarder les deux parents, démembrer et dissoudre leurs restes, nettoyer et incendier ensuite une partie de la maison pour finalement accuser le père d'être l'auteur du crime. Avec autant de preuves laissées maladroitement par le meurtrier, l'affaire n'a pris que quelques jours pour être classée. Le procès de Guy Jr. a duré 4 jours. Il a été reconnu coupable de double meurtre et d'abus sur cadavre et condamné à la prison à perpétuité. Aujourd'hui, Joel Michael Guy Jr. se trouve au complexe correctionnel du Nord-Ouest à Tiptonville, dans le Tennessee. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire incroyable.